Je ne suis pas un lecteur assidu d'André Bello, mais j'ai étudié avec beaucoup d'attention Surprendre les voix et surtout les publications sur l'essai. Approche et situation de l'essai québécois, Petit essayistique et La passion de l'essai. Ces trois courts textes ont eu un véritable impact sur ceux qui ont étudié l'essai par la suite. Bello a formulé quelques propositions originales sur l'essai, mais comme il lui a consacré moins de 20 pages, cela est-il suffisant pour construire une véritable pensée sur le sujet? Étant donné que j'ai presque toujours été accompagné de Bello depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'essai, il y a 20 ans, il m'est apparu pertinent de revoir et de scruter les idées qui lui ont permis d'être abondamment citées et d'être considéré comme un spécialiste. Je préciserai d'emblée que ce qui m'intéresse chez Bello relève autant de ses propositions stimulantes et de la précision de ses formules que d'un ensemble d'hypothèses qui me paraissent discutables, peu fondées, contradictoires, voire erronées. À 46 ans, je sais que je suis trop vieux pour jouer le rôle du jeune baveux dans un colloque, mais je suis quand même prêt à assumer ce rôle aujourd'hui. J'aborderai les réflexions de Bello sur l'essai à partir de 8 énoncés, dont certains ont été marquants, alors que d'autres semblent avoir suscité peu d'intérêt. Il parle de la forme de l'essai, de sa définition, de son langage, de sa littérarité. Je les ai choisis pour leur pertinence ou pour leurs aspects plus controversés. Je les présenterai d'abord hors contexte, puis je les recontextualiserai et je miserai sur l'influence qu'ils ont pu avoir sur les discours qui ont suivi depuis une trentaine d'années. Je veux en arriver à mieux comprendre pourquoi on a érigé Bello en grand critique de l'essai et les raisons pour lesquelles on le cite si souvent, faisant de l'auteur un pourvoyeur d'arguments d'autorité. Les 4 hypothèses préalables que je propose sont les suivantes. Il possède un sens aigu de la formule, une grande capacité à ouvrir des perspectives, pour paraphraser François Dumont. Sa pensée est originale et l'ensemble de son œuvre jouit d'une grande crédibilité. Brillant essayiste, Bello doit également être un brillant critique de l'essai. Au préalable, je rappelle la généalogie des 3 textes. Approche et situation de l'essai québécois a été présenté lors d'un colloque en 1979 et publié l'année suivante dans Voix et Images, puis repris dans Y a-t-il un intellectuel dans la salle en 1984. La deuxième version a été revue et corrigée. Retranscription d'un entretien radiophonique de 1981, La passion de l'essai est une publication posthume de 1987 dans la revue Liberté. L'article Petit essayistique, apparu dans Liberté en 1983, l'année suivante dans Y a-t-il un intellectuel dans la salle, pour lequel il a servi de préface, puis en 1986 dans Surprendre les voix. Pour les fins de cette communication, je considérerai les textes séparément, mais en réalité, ils constituent bien une réécriture de l'entretien radiophonique de 1981 qui a servi à construire La passion de l'essai. Petit essayistique s'avère un texte plus précis qui met en avant une série de formules nettes ou percutantes. J'aurai également recours à un 4e texte, L'Allemagne comme lointain comme profondeur, qui est apparu dans Liberté en 1984 et qui a été réédité dans les 2 recueils. André Bello était sans doute un grand lecteur d'essais, mais cela ne se manifeste pas de manière explicite dans ses propres essais, c'est-à-dire qu'il ne consacre à peu près aucune étude à des essais en tant que tels. Par exemple, dans Approche et situation de l'essai québécois, il énumère un grand nombre de titres, mais il n'en analyse aucun en détail. Il s'intéresse à l'essai en tant que mode d'expression et il semble d'ailleurs privilégier les discours essayistiques à l'intérieur du roman, bien que sa position à l'égard du roman s'avère ambiguë, voire contradictoire. Il affirme dans La passion de l'essai « Je n'ai pas un grand respect pour cette forme, je dois dire, je trouve que c'est une forme dépassée. » Mais c'est cette même forme qu'il a nettement privilégiée dans ses ouvrages. Petit essayistique et La passion de l'essai contiennent très peu d'exemples, si ce n'est celui de Fernand Ouellette. Bello a aussi écrit un texte bref sur Pierre Vadeboncoeur, où il tisse des liens entre essai et pamphlet, mais il s'agit d'un compte-rendu. Pourquoi donc l'essai et l'essayistique? Il existe une corrélation indéniable chez Bello entre le fait de miser sur la pratique de l'essai et se construire en tant qu'écrivain, comme d'autres le font à l'aide du roman ou de la poésie. Toute pertinente qu'elle soit, cette question ne m'intéresse pas davantage ici, car elle n'a aucune incidence véritable sur mon propos, qui vise à comprendre les idées de Bello, et non comment il a travaillé en essayiste ou en écrivain. Tiré d'Approche et situation de l'essai québécois, le premier énoncé reste pour moi révélateur de la manière préconisée par Bello. On admettra toutefois que la description engagée par des affirmations comme celle-ci, l'essai appartient au genre antimématique et ainsi de suite,
a peut-être comme limite de ne pas insérer l'essai dans un ensemble plus large avec les éléments duquel il entrerait en relation. La partie en italique ne semble pas indiquer une citation, mais une idée générale. Il est éloquent qu'il se contente d'ajouter un « ainsi de suite », plutôt que de développer l'argumentation, comme si l'énoncé allait de soi. L'essai relève-t-il de l'antimème ou non? Si oui, de quelle façon? On peut remarquer d'emblée un des traits de la réflexion théorique de Bello, qui consiste à ne pas conserver toutes les caractéristiques de l'essai. Autrement dit, en cherchant à créer des liens entre l'essai et la narration ou la fiction, Bello minimise l'importance de l'argumentation comme caractéristique essentielle de l'essai. Bello déplore que l'on impose une limite à l'essai en ne le considérant pas comme de la littérature, au même titre que le roman ou la poésie, mais il procède de manière analogue en réduisant ses possibilités argumentatives ou cognitives. Le deuxième énoncé, dont je ne citerai pour l'instant que la première partie, provient du même article et il me permet d'entrer au cœur de ce que je nomme mon petit contentieux avec la méthode de Bello. Ajoutons par ailleurs que s'il semble y avoir un accord de principe sur le fait que l'essai procède du fictionnel, à l'instar de tout discours littéraire, on pourrait voir ici une confusion possible entre les termes fictionnels et fictifs, c'est-à-dire entre le statut du texte et sa matière. Les recherches des 30 dernières années ont insisté sur le fait que l'essai relève bien du non-fictionnel, statutairement, mais qu'il est parfois fictif. Une partie de la matière est inventée. L'essai est antimématique et argumentatif, statutairement, mais parfois narratif et fictif, par les récits, les anecdotes. Je crois être le seul à avoir cité cette proposition de Bello dans une publication antérieure, mais j'estime important d'y revenir pour deux raisons. D'abord, son côté emblématique. Il consiste à présenter une hypothèse comme une évidence, alors qu'aucune preuve convaincante ne vient l'appuyer. Le ton péremptoire n'est pas étranger aux stratégies rhétoriques de Bello. En réalité, il s'agit d'une affirmation douteuse, puisqu'il semble qu'il n'existait en 1979 aucun consensus préalable au regard d'une telle hypothèse. Aujourd'hui, on pourrait certes affirmer le contraire. Tous les spécialistes de l'essai tiennent à l'intégrer à la littérature. Nombreux sont ceux qui constatent le rôle déterminant du discours fictionnel et de la narration à l'intérieur de certains types ou registres d'essais, mais presque personne ne semble d'accord avec Bello sur cette question. Une seule exception notable, Robert Vigneault. Celui-ci affirme à plusieurs reprises dans ses publications que l'essai ne doit pas être considéré autrement que comme une fiction d'idées, prolongeant ainsi la pensée de Bello. Or, cette conception de l'essai comme fiction reste parmi les principaux chercheurs sur l'essai très marginale. La seconde raison qui m'incite à y revenir, c'est que l'on cite souvent la fin de cette longue phrase, mais jamais le début. Donc, coupée de son contexte, elle peut nous faire perdre un élément essentiel de ce qu'avançait Bello. Regardons l'ensemble. Donc, je lis simplement la suite. Il existe encore peu d'études qui en tirent résolument les conséquences et envisagent l'essai, roman sans nom propre, selon les mots de Barthes, biographie sans événement, d'après ceux de Jean Marcel, du point de vue narratif, c'est-à-dire d'une sorte de récit idéal comportant à sa manière sujet et fonction. C'est plus précisément récit idéal qui retient l'attention. Bello recourait beaucoup aux formules, cela lui servait bien. Non seulement en a-t-il créé de nombreuses, mais il a su réutiliser à profit celles des autres pour étayer son argumentation. Ici, avant de proposer la sienne, il en reprend deux. La première est tirée de Roland Barthes par Roland Barthes. La substance de ce livre, finalement, est donc totalement romanesque. L'intrusion dans le discours de l'essai d'une troisième personne qui ne renvoie cependant à aucune créature fictive marque la nécessité de remodeler les genres, que l'essai s'avoue presque un roman sans nom propre. La proposition barthésienne intrigue, mais tourne un peu à vide. L'expression « roman sans nom propre » n'aide assurément pas à définir l'essai. En revanche, la première partie de cette proposition sonne plutôt juste, que l'essai s'avoue presque un roman. L'ambivalence du presque transforme le tout en un énoncé polysémique. Ainsi, pour suivre Barthes, l'essai devrait s'aventurer davantage du côté de la fiction. Un essai presque roman en dit beaucoup plus qu'un roman sans nom propre. Une lecture attentive de Barthes nous permet de comprendre qu'en forgeant un roman sans nom propre, il commentait son propre texte, tout à fait inclassable, plutôt que l'essai en général. Barthes procède à un rapprochement de l'essai et de la liberté de la forme romanesque, sans jamais pour autant lui attribuer un statut fictionnel. La seconde apparaît dans un article de Jean Marcel publié dans la revue Études littéraires.
Et c'est par la médiation de l'univers culturel de sa propre histoire que l'essayiste tente de réunifier le réel autour de son moi. L'essai devient alors une biographie, mais sans événement, ou plutôt érigeant comme événement capital la rencontre spécifiquement culturelle du moi et des productions culturelles que sont les livres, les coutumes, les mythes. À l'instar de Barthes, Jean Marcel n'a pas proposé biographie sans événement comme synonyme de l'essai. En réalité, l'expression doit se comprendre davantage au sens de la signification d'une vie traversée par la réflexion sur soi que propose un essayiste, et non en tant que récit, encore moins en tant que fiction. Or, les deux exemples utilisés par Bello sont non seulement sortis de leur contexte, mais ils ne viennent pas appuyer de manière convaincante l'idée que l'essai constitue un récit ou une fiction. Lorsque Robert Vigneault, Robert Dion ou Benoît Doyon-Gosselin reprennent l'expression « récit idéal », ils la citent presque toujours seuls comme heureuse formulation qui permet un développement appréciable. Ils explorent aussi sa signification et la comparent à celle de Barthes et Marcel, mais ils en ont tiré des conséquences différentes. René Audet, quant à lui, a cherché à déployer l'argumentation de Bello et à la raffiner. Selon Audet, par le recours à une telle conception du récit, point d'incompatibilité théorique entre discours narratif et genre essayistique. L'essai ne se définit pas chez Bello en opposition avec le roman et autres pratiques narratives, mais bien parallèlement, seuls leurs projets, leurs démonstrations étant distincts, et non leurs moyens. L'habile explication d'Audet sur le récit fonctionnerait-elle pour la fiction? Quant à l'essai considéré comme une fiction idéale, voilà un parti qui serait intéressant, après l'avoir pris, de pousser jusqu'au bout. Le seul fait de se demander si Novalis est aussi fictif dans Fernand Ouellette que Napoléon dans Stendhal ouvre de fascinantes perspectives. Au sein du même article, on note un glissement de récit à fiction, comme s'il s'agissait de synonymes, c'est-à-dire que Bello n'établit aucune différence entre les deux de manière explicite. Contrairement à récit idéal, fiction idéale n'a été reprise que par Vigneault, qui recourt au même exemple, mais il transforme la conjecture de Bello en assertion. Le Novalis de Fernand Ouellette, écrit Robert Vigneault, son Novalis est un être fictif. Ces deux propositions ne peuvent être valables que pour une partie très limitée du corpus d'essai. L'établir en principe deviendrait trop hasardeux et risquerait de nous mener à une impasse. Entre le rejet de la fiction et l'inclusion de toute littérature dans la fiction, il apparaît évident que bien des essayistes se plaisent à brouiller la frontière, en particulier quand il est question d'une personne réelle. Mais même à l'intérieur d'un roman, Novalis ou Napoléon ne sont pas des êtres purement imaginaires. En insistant sur l'essai comme texte littéraire, Bello cherche à lui attribuer des caractéristiques qui ne sont pas toujours déterminantes, encore moins essentielles. Repérer un récit idéal dans chaque essai, précise Gérald de Cousineau dans sa lecture de Bello, s'avère une entreprise difficile. On peut parfois identifier un thème idéal, mais il peut s'appliquer à une partie du texte et ne pas le contaminer tout entier. La théorie de la fictionnalisation dans l'essai peut prêter à des abus ou contresens, ajoute-t-il. Si l'on peut imaginer avec raison des perspectives intéressantes quant à la présence de la fiction dans l'essai, elles ne se sont pas développées au sens où l'entendait Bello. La façon d'envisager la fictionnalité d'un être réel est précisée dans l'Allemagne comme lointain et comme profondeur. On se demande parfois si c'est Fernand Ouellette qui parle de Novalis ou si c'est Novalis qui parle de Fernand Ouellette. La conception du langage et de la poésie qu'a Fernand Ouellette est projetée sur Novalis. Novalis lui-même devient fictif d'une certaine manière, comme tout être créé par des mots. Si le Novalis sur qui réfléchit Ouellette devient fictif d'une certaine manière, la nuance est capitale, Bello ne précise pas de quelle manière. La comparaison semble difficile à justifier. L'auteur sur qui l'on écrit deviendrait fictif par le simple acte de création. Il me semble pourtant essentiel de tenir compte de la valeur référentielle pour les personnes réelles dont on parle dans un essai. Personne ne s'interroge sur le statut de Jacques Godbout ou Bernard de Rome dans les essais de Bello. Cela signifie qu'implicitement, Bello établissait une distinction entre les essais sans toutefois la signaler. La présence de la fiction dans certains registres d'essais est indéniable. Cependant, dans le domaine de la référence, il ne faut pas oublier que la littérature qui analyse ou commente l'univers d'expérience auquel elle fait référence se distingue de celle qui fictionnalise la référence pour construire un simulacre cohérent et crédible du monde. Le commentaire de Bello paraît plus juste s'il qualifie des textes hybrides, oscillant entre différents genres, que l'ensemble de la production essayistique.
Bello présente l'essai soit comme récit, soit comme fiction, ce qui lui permet d'imaginer que les idées et les événements à l'œuvre dans un essai se conduisent au fond, tels les personnages de la fiction, et qu'ils nourrissent entre eux des rapports amoureux, de haine, d'opposition, d'aide, etc. Il se produit une réelle dramatisation du monde culturel, et je parierais, précise Bello, qu'à la fin, il existe des idées gagnantes et des idées perdantes. Une idée suscite le goût d'écrire, une idée fait en sorte que le vouloir écrire chez l'essayiste devient plus fort que le non-écrire, et cette idée va rencontrer toutes sortes d'obstacles, comme le héros d'un roman. Le parallèle qu'établit Bello entre les deux formes a le mérite d'élargir la notion même de personnage vers des entités plus abstraites, les idées, et de l'intégrer à l'univers discursif de l'essai. Toutefois, sa transformation de l'essai en une sorte de récit idéal reste somme toute assez schématique. D'ailleurs, la description de Bello rappelle davantage une narration conventionnelle, dominée par la quête d'un héros, plus près du schéma que l'on retrouve dans les contes. Lire Bello nous donne l'occasion de croire qu'il cherchait à faire tenir le monde idéal dans un ensemble de formules. En ce sens, Élise Boisvert-Dufresne a bien montré à quel point Barthes a joué un rôle fondamental chez Bello, qui se manifeste par la construction d'expressions originales. On retrouve par ce biais les aperçus de Barthes qui parlent de champ d'idées-phrases et pour lequel tout essai repose sur une vision des objets intellectuels. Encore une fois, Bello cite Roland Barthes par Roland Barthes, mais ce dernier, en réalité, ne se montre pas aussi affirmatif. Tout essai repose ainsi, peut-être, sur une vision des objets intellectuels. Pourquoi la science ne se donnerait-elle pas le droit d'avoir des visions? Bello supprime l'hésitation de Barthes et l'oscillation entre ce qu'il considère travail scientifique, sémiotique, et une œuvre de création. Je ne commenterai pas davantage cette citation choisie pour illustrer une manière de faire, et je passerai immédiatement au prochain exemple, plus porteur selon moi. Dans cette affirmation succincte et métaphorique, l'essai n'est pas une pesée, une évaluation des idées, c'est un essaim d'idées-mots. Le dernier énoncé peut être qualifié de barthésien, compte tenu de sa ressemblance avec les diverses formulations de Barthes, dont la fameuse champ d'idées-phrases. Dans la version préliminaire, la passion de l'essai, on peut lire ces mots. Ces mots, toutefois, ne désignent pas d'abord des sensations ou des propriétés matérielles comme ceux du poète, mais des idées, des signes présents dans le paysage culturel. Ce sont des idées-mots, déjà, des idées qui sont des mots. L'essaim d'idées-mots rappelle encore plus la manière de Barthes, spécialiste de l'énalage et de la création de mots composés inusités qui stimulent la réflexion. C'est pour cette raison que je l'ai reprise pour la première partie du titre de ma communication. Elle représente la contribution la plus riche de Bello à l'étude de l'essai, donner à penser, à explorer. Dans La Passion de l'essai, Bello évoque le rôle d'une idée paradoxale dans un essai. Une idée, ajoute-t-il, a le mérite du point de vue de l'essayiste de produire quelque chose d'inattendu, de choquant, de surprenant, ce qui correspond précisément aux qualités de l'essai comme de la nouvelle. L'essai étant une sorte de courte nouvelle dans le domaine des idées. Alors que Récit idéal a beaucoup retenu l'attention, l'analogie entre l'essai et la nouvelle est passée inaperçue. Il est vrai que cela correspond moins à l'essai en général et davantage à l'essai bref tel que le pratiquait Bello, mais il reste surprenant qu'on ait oublié cette belle formule. Pour en revenir succinctement sur mes 4 hypothèses de départ, il me semble clair que l'ensemble de l'œuvre de Bello a été déterminante pour attribuer une plus grande crédibilité à ses idées sur l'essayistique et que l'originalité réelle de sa pensée a primé sur la profondeur de celle-ci. Dans ses articles sur l'essai, Bello ne s'est pas donné la possibilité de le faire. L'habileté de Bello à créer des formules inédites et à ouvrir des perspectives restent les 2 éléments les plus considérables de son travail sur l'essai. Il est vrai qu'en me limitant à 8 énoncés, j'ai occulté certaines idées pertinentes qui circulent encore. En voici 3 qui n'apparaissent pas au tableau. L'essayiste, en effet, ne travaille pas avec ce qu'on pourrait appeler le langage de la vie en général, celui du travail, de la peine, de la souffrance des hommes, mais bien avec le langage de la culture. Deuxième, aujourd'hui, un essayiste est un artiste de la narrativité des idées et un romancier, un essayiste de la pluralité artistique des langages. Ou encore, j'imagine que tout le monde la connaît, à 18 ans, on peut être Rimbaud, on ne peut pas être un essayiste. La raison est simple, l'essayiste travaille dans le champ culturel avec les signes de la culture. Or, la connaissance et la maîtrise des langages qui composent le monde culturel se révèle une entreprise infiniment plus longue que la connaissance et la maîtrise des formes romanesques destinées à représenter les langages sociaux de l'existence.
Bellow a exprimé succinctement des idées intelligentes sur l'essai, mais il est rarement parvenu à bien faire la démonstration de ce qu'il avançait. Il nous revient donc de le faire, tout comme il m'incombait de souligner aujourd'hui ce qui devait être considéré chez Bellow avec plus de réserve. Merci.